Chers mélomanes, des chefs-d'œuvre symphoniques aux créations 100% synthétiques, soyez les bienvenus dans la dernière composition de Hiatus, le podcast qui fait vibrer vos tympans avec des ondes venues tout droit du futur. Je suis Laura, votre maestro du micro, toujours prête à orchestrer une exploration des harmonies cachées de l'intelligence artificielle générative. À mes côtés, le virtuose Gilles Guéraz, expert en IA, consultant et compositeur de la mélodieuse newsletter Générative. Salut Gilles, t'es prêt à composer avec moi ? Écoute, là j'ai l'archet sur les cordes, là, je suis au taquet là. Magnifique. Aujourd'hui, nous nous intéressons de plus près à la création musicale assistée par l'IA. La technologie peut-elle capter l'essence de la mélodie et réussir à nous émouvoir ? Est-ce à dire que la musique n'est que mathématique ? Comment les compositeurs peuvent-ils collaborer avec des algorithmes pour inventer les symphonies du XXIe siècle ? En d'autres termes, quelle est la place de l'humanité dans cette partition qui semble pouvoir s'écrire sans nous ? C'est parti Gilles, notre exploration commence. Maintenant. Intelligence. Artificielle. Générative. Générative. Hiatus. Alors mon cher Gilles, j'ai envie de commencer cet épisode par un exemple concret de création musicale assistée par l'IA. Notre jingle sonore de Hiatus. C'est toi qui l'as créé au moment du lancement du podcast en juin. Alors ça date un peu forcément en année IA, les mois sont des années chiens, mais raconte-nous comment t'as procédé. Est-ce que c'était la première fois que tu manipulais un outil IA musical ? Est-ce que c'était facile, intuitif ? Bref, on veut tout savoir. Alors merci Laura pour cette question. Donc oui, c'était la première fois que je manipulais un outil musical. C'était extrêmement intuitif et simple. J'ai testé différentes plateformes avant de choisir un site qui s'appelle Boomy. B2OMY, boomy.com. Concrètement, tu crées ton morceau en 3-4 clics. C'est vachement rapide. Hyper rapide, ouais, voilà. Tu peux le réarranger avec des connaissances musicales très basiques, ce qui est mon cas. Et c'est très très bien foutu en termes d'ergonomie. Tu peux même ajouter une voix. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour notre maquette de jingle. J'avais ajouté ma voix, mais alors le problème c'est que, comme souvent avec l'IA générative, on n'a pas un contrôle extrêmement fin sur tout ce qu'on fait. Le résultat a été particulièrement haché, avec beaucoup de répétitions de syllabes. Ce qui veut dire que pour finaliser, le travail, j'étais allé voir un ami humain qui s'appelle Also, qui est producteur musical et qui a longtemps travaillé entre autres avec le groupe les Saiyan Super Crew, Angela. Jamais compris ce qu'il disait, mais en tout cas j'ai... Et c'est du créole, je t'expliquerai un jour hors antenne. Et donc c'est avec Also que j'avais fait le mix de notre jingle et c'était vraiment génial. D'ailleurs je me souviens que je raconte toute la genèse de notre podcast, la création des visuels et du son, dans une newsletter du mois de juin dernier. On pourra mettre le lien dans les commentaires si ça vous intéresse. Carrément. En tout cas, c'est un bel exemple de collaboration machine-humain. Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous voulez vous rendre compte de ce que fait Boomy, il y a même une playlist Spotify qui s'appelle This is Boomy. Ok, trop bien. Écoute, on va aller écouter ça. À part Boomy, est-ce qu'il y a 2-3 autres outils IA à dispo pour créer de la musique un peu qualitative ? J'ai envie de te demander aujourd'hui. Alors, qualitative, ça reste toujours un petit peu subjectif parce qu'il y a beaucoup de solutions qui permettent aujourd'hui de créer de la musique avec l'IA générative, mais avec des résultats qui sont assez inégaux. Je pense qu'on est sur une phase de transition, ça veut dire qu'on peut générer de la musique, mais souvent c'est encore un petit peu à mi-chemin entre du bruit musical et puis de la vraie musique. Quoi qu'il en soit, il y a plein de plateformes que je vous invite à tester si vous avez envie d'essayer. Celle que j'aime bien, moi, c'est Aiva, AIVA, un site qui permet de créer facilement des morceaux libres de droit de différents types musicaux. J'aime bien aussi Stable Audio, qui te permet de créer jusqu'à 90 secondes de musique avec juste un prompt textuel. Ça signifie que tu tapes le style musical, les instruments, donc éventuellement le nombre de bits par minute, et ça te fait un morceau. La qualité n'est pas encore folle, mais c'est assez impressionnant.
Et mon petit chouchou, c'est Suno. Suno, c'est un outil qui est accessible via un serveur Discord. Et là, c'est extrêmement simple. Ça veut dire que tu indiques un genre musical. Ensuite, tu demandes à ChatGPT, qui est intégré, enfin en tout cas, l'outil communique avec l'API de ChatGPT. Tu lui demandes à ChatGPT donc de te générer des paroles. Et au bout de 1 à 2 minutes, il te sort 25 secondes de musique assez réussie. D'ailleurs, Laura, est-ce que tu penses que je peux faire écouter un morceau ? Ah bah carrément, vas-y, balance. Ok, c'est parti. I'm feeling down, I'm feeling blue. This in the island where my heart true. The sweet vibrations in the air so true. Oh Jamaica, I'm yearning for you. One love, one heart I'm longing to roam. Ah bah ça donne envie de se rouler un petit linge tranquille au soleil, non ? Ouais, et je trouve que la qualité est plutôt bonne. Je trouve qu'on a une bonne musicalité, l'harmonie est là, et même la synthèse vocale est plutôt qualitative, hein. Non, c'est vraiment un outil surprenant que je vous invite à découvrir, d'autant plus qu'il est gratuit. Ah, on aime les outils gratuits. Alors il est gratuit, mais est-ce qu'il est facile d'accès ? Parce qu'encore une fois, on sait que tu es beaucoup plus geek que nous. Alors écoute, il est facile d'accès si vous avez déjà mis les pieds sur un serveur Discord. Le même que pour Midjourney, tu veux dire ? Exactement, Laura. Mais alors, une fois passé cette étape-là, c'est extrêmement simple. On se rend dans l'un des différents salons. On tape /chirp, C-H-I-R-P, et ensuite on clique sur Entrée, et là on a une fenêtre et on a juste qu'à prompter le genre musical et donner un thème à ChatGPT pour qu'il nous génère les paroles. Et ensuite on appuie sur un bouton et on attend 55 secondes, 1 minute, et voilà. Bon alors attends, parce que moi il y a quand même un truc, et j'arrive pas bien à comprendre comment ça marche concrètement. On parle beaucoup en ce moment des algorithmes de composition musicale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de la même façon que ChatGPT génère des textes de façon mathématique, en gros la musique c'est juste des algorithmes mathématiques. Enfin c'est un peu triste, non ? Bah écoute, moi je trouve pas ça plus triste que lorsque tu te rends compte que tous les super trucs que va te raconter ChatGPT, ben finalement c'est que du calcul de probabilité. Donc c'est aussi des mathématiques. Et que les algorithmes mathématiques sont au cœur même de l'IA. C'est le fondement même de cette technologie. Et je pense que le regretter, ça reviendrait à la même chose que, par exemple, regretter tout ce que permet de faire l'informatique, au vu du fait que ce n'est finalement que des échanges de données en langage binaire, quoi, des 1 et puis des 0. Oui, c'est vrai, mais on a quand même envie que la musique soit un petit peu incarnée, un peu, tu vois, le résultat d'un travail des tripes, quoi. Et donc là, effectivement, quand tu nous fais écouter ça, ou quand on écoute le jingle de Hiatus, on sent bien que, bah, en fait, on arrive à faire des choses de qualité, mais de manière très binaire, voilà, enfin, très mathématique. Ouais, mais c'est déjà le cas pour la génération d'images, ça va bientôt être le cas pour la génération de vidéos. Et après, en fait, on en revient au même, toujours à ce même débat-là. C'est qui c'est qui décide, qui c'est qui prompte, qui c'est qui va faire le choix entre la génération moyenne et la génération qui va être plus intéressante, qui c'est qui va agencer aussi peut-être les résultats pour en faire quelque chose d'intéressant. Tu vois, quelquefois, je vois des gens sur Midjourney qui font des diptyques ou qui font des triptyques avec une cohérence, avec presque une sorte de forme narrative dans leur visuel. Et du coup, on sent une intention derrière. Et peut-être que ces outils de génération musicale, ils seront utilisés comme des outils, tu vois, finalement, c'est ce qu'ils sont. Et pas en tant que boîte magique pour pondre des tubes juste en cliquant sur un bouton, tu vois. Alors, puisque tu parles de boîte magique, on reviendra sur les sujets qui fâchent, parce que je les garde en général pour la fin. Mais justement, j'avais vu passer une news, non pas tant sur la composition, mais sur la prédiction. Askip, l'IA pourrait maintenant identifier, prédire les prochains tubes. Alors ça va pas faire plaisir aux directeurs artistiques non plus, finalement. Alors oui, Laura, oui, j'ai vu passer récemment une news. Il y avait une étude d'une université américaine qui prétendait pouvoir utiliser l'IA pour identifier des tubes musicaux avec une précision affichée de 97%. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé l'IA pour analyser l'activité cérébrale de sujets humains pendant l'écoute des morceaux.
Et les signaux cérébraux recueillis reflètent l'activité du réseau cérébral associé à l'humeur des personnes, à leur niveau d'énergie. Et ces données ensuite étaient compilées pour prédire des résultats de marché et potentiellement un nombre de streams qu'un titre pourrait recevoir. Dans un second temps, ils ont formé un modèle de machine learning, donc d'apprentissage automatique, pour traduire les données du scan cérébral en résultats commerciaux réels, avec des prédictions qui étaient précises à 97%, contre 67% seulement lorsqu'on utilisait un modèle statistique sans IA. Ok, très bien. Alors, on en parlait aussi dans le tout premier épisode de Hiatus, quand je te demandais la différence entre l'IA et l'IA générative et que tu m'expliquais que l'IA pas générative existait depuis longtemps. Et il me semble qu'à ce moment-là, on parlait aussi d'IA pour faire des playlists de musique personnalisées, comme sur Spotify ou sur Deezer. Ouais, si, comme toutes les plateformes de médias sociaux, toutes les plateformes musicales, par exemple Spotify, ont des algorithmes qui sont basés sur des statistiques. Ça signifie par exemple que Spotify et puis les autres, Apple Music et compagnie, ils surveillent constamment la façon dont des centaines de millions d'utilisateurs interagissent avec différents types de musique afin de les nourrir davantage de tout ce qu'ils aiment. Ça signifie que les algorithmes ils sont constamment en train de nous surveiller et puis d'apprendre de nos habitudes. Par exemple, ils vont analyser l'historique d'écoute, voir le type d'humeur, le genre de style musical, le taux de skip. Donc le skip, c'est quand on clique directement sur la piste suivante. Donc on est constamment analysé par ces algorithmes et qui vont nous proposer après d'autres contenus qui seront en phase avec nos comportements de consommateurs. Ouais, donc en fait, la musique, là, si je fais un peu le bilan de ce qu'on s'est dit depuis le début, ça fait vraiment partie des domaines où c'est allé super vite l'adoption de l'IA, tu vois. J'ai l'impression que ça concerne tout, ça concerne l'écoute, ça concerne la génération de la musique, ça concerne la prédiction de ce qui va fonctionner demain. J'ai même lu, je crois, qu'un morceau IA avait été sélectionné aux Grammy Awards en octobre, c'est vrai ça ? Alors ça a été, c'est une news qui a été ensuite démentie. Une fake news. Il y a d'ailleurs un compositeur qui s'est rendu célèbre sur les réseaux en faisant des morceaux fictifs de gros artistes musicaux comme Drake. Et c'est un type qui se fait appeler le Ghost Writer, tu sais, qui apparaît dans ses vidéos sous la forme d'un fantôme avec un drap et puis des verres fumés. Enfin, il a en fait un look assez particulier. Et donc le PDG de la Recording Academy, qui s'appelle Harvey Mason Jr., a démenti justement les rumeurs d'éligibilité de ce titre-là pour les Grammy Awards, parce qu'il dit que même si la chanson a été écrite par un être humain, les voix n'ont pas été obtenues légalement, puisque du coup elles ont été elles ont été clonées de manière pirate. Les droits n'ont pas été libérés. Et donc la chanson n'est pas accessible d'un point de vue commercial, et donc elle n'est pas admissible pour les Grammy Awards. Ok, bon au final c'est pas plus mal, parce que toi aujourd'hui ton analyse globale on va dire sur l'avenir, comment l'IA va impacter l'avenir de l'industrie musicale, c'est quoi ? C'est quoi les next steps là ? Bah écoute, moi j'ai pas d'expertise au niveau musical, mais ce qu'on pourrait imaginer ensemble, c'est que l'IA fournisse de nouveaux outils pour les compositeurs, qu'elle leur permettent d'explorer peut-être davantage de pistes créatives, peut-être le faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus massivement qu'avec les technologies actuelles ou précédentes. On peut aussi imaginer que des artistes vocaux, donc des chanteurs ou des chanteuses, utilisent leur voix comme un instrument qu'on va pouvoir cloner et qu'elles vont pouvoir ensuite commercialiser en touchant des royalties, en prêtant leur voix, en fait, voilà, ce qui va leur permettre d'avoir des revenus passifs où elles sortiront plus de chez elles et elles feront quand même des disques. Donc on peut imaginer ce genre de choses-là. Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais ça veut dire que dans cette vision-là, on a quand même bien réglé la question des données d'entraînement, du droit d'auteur, tout ça. Alors je pense que le domaine musical, c'est un domaine qui est peut-être un peu plus sensible que le domaine visuel, au sens où, tu vois, en fait, on sait tous que Midjourney a pillé des millions et des millions d'images sans respecter les droits d'auteur. Pour la génération de musique, j'ai le sentiment que c'est différent. J'ai le sentiment
qu'on a fait de la synthèse d'instruments, de sons, mais pas forcément de morceaux. Quand tu promptes un outil de génération musicale, t'auras pas un morceau de Rihanna. T'auras pas un Drake, t'auras de la musique qui va être générée de manière aléatoire, mais qui ressemblera pas fortement à un morceau existant. Et ça, je pense que c'est un choix délibéré, parce que dès qu'il y a évidence, il y a forcément un procès derrière. Alors que Midjourney, la difficulté, c'est en changeant un seul élément d'un prompt, on peut changer suffisamment le style visuel pour qu'il y ait ambiguïté. Et pour que l'ambiguïté soit suffisamment forte pour que les plaintes ne soient pas forcément retenues par les juges lors des procès. Donc je pense qu'on n'est pas vraiment sur le même domaine en termes de données de base. Et je pense que toutes les plateformes de génération de musique se sont organisées pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible et pour se prémunir, elles, de tout procès éventuel. Ok, donc la question juridique, elle te semble un peu plus facile. Qu'en est-il de la créativité des compositeurs, finalement ? Est-ce que ça rend les compositeurs paresseux, comme évidemment beaucoup le disent sur Midjourney pour les artistes ? Je connais déjà un peu ta réponse. Hein. Écoute, je pense que quand tu es artiste musical ou quand tu es producteur musical, c'est que tu as passé une grande partie de ta vie à créer de la musique. Et je pense que tu vas pas t'arrêter de composer du jour au lendemain. Je pense qu'il y aura des producteurs ou des compositeurs qui vont l'utiliser. Donc, là, je parle vraiment de la tech, de l'IA générative. D'autres qui l'utiliseront pas. Parmi ceux qui l'utiliseront, je pense qu'ils feront un peu comme nous pour créer des images. Peut-être de l'exploration, des tests, des essais, trouver des idées en plus, ce genre de choses-là. Là, tu parles des gens qui travaillent déjà dans l'industrie musicale, et je te suis là-dessus. Je m'interroge plus sur ceux qui vont y venir. Est-ce qu'il y aura une génération d'artistes musicaux qui n'a justement jamais composé autrement que par l'IA ? Je pense que c'est possible que des artistes potentiels viennent à la composition musicale par l'IA générative, mais je pense que pour sortir du lot, ils seront obligés à un moment d'ajouter une patte, donc une intention. Parce que en fait, l'IA générative, c'est une sorte de grand égaliseur. Hein. C'est toi et moi, on tape le même prompt et on fera les mêmes images. Toi dans Midjourney, on fera les mêmes musiques dans Stable Audio. Et si on veut faire quelque chose d'intéressant avec une singularité, il faut qu'on y ajoute quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, en fait, on peut l'appeler idée, talent, intention artistique, tout ce qu'on veut. Mais il faudra ce quelque chose de plus et qui au final nous ramène en fait à la condition des artistes actuels où s'ils veulent se faire remarquer, il faut qu'ils aient une personnalité, il faut qu'ils aient cet élément identitaire qui les fasse se démarquer de la masse. Et là, je pense que ce sera la même chose. Et ce qui va changer, c'est peut-être juste qu'il y aura peut-être un accès peut-être un peu plus simple à la création musicale, avec peut-être des vocations qui pourront se révéler de manière plus évidente que s'il fallait faire 50 solfèges. C'est la seule différence que j'identifie. Ouais, donc au final, ils seront bien obligés à un moment ou à un autre d'aller toucher un instrument pour aller plus loin dans leur création, mais peut-être que ça démocratise l'entrée au départ à des gens qui n'auraient pas accès à un piano, à effectivement des cours de solfège ou un conservatoire, quoi. Voilà, en fait, on pourrait dire ça, ouais. Mais ouais, la patte humaine, on ne peut toujours pas s'en passer, c'est une excellente chose. Merci Gilles pour tout cet éclairage. Les innovations technologiques de l'IA transforment nécessairement le paysage musical, comme elles transforment le monde en général. À nous de savoir les embrasser sans s'y soumettre, d'en rester maître, et je sais que tu préfères le terme de partenaire, Gilles. Bref, de les encadrer avec responsabilité éthique dans le respect de notre bon vieux genre bien vintage qu'on appelle l'humanité. Je le dis, je le répète, si vous aimez nous écouter, pensez à nous mettre des petits mots d'amour sur les plateformes d'écoute. Vos compositions sont si douces à nos oreilles, ne nous en privez pas. Et moi, Gilles, je te dis à la prochaine. À la prochaine, Laura. Salut. Ciao. Hiatus.